bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui se fait attendre depuis un moment maintenant, puisque je n'ai pas tourné d'update lecture depuis le mois d'avril je crois, et en fait j'ai accouché fin avril, donc je n'ai pas pu vous présenter les livres que j'ai lus au mois d'avril, ni depuis. Alors je vous avoue que depuis le mois d'avril, autant en avril j'ai lu plutôt pas mal, autant après c'est un petit peu à droite à gauche, hein. On va dire que la maternité ayant changé mon rythme de vie, disons que j'ai lu mais pas autant que normalement on va dire, vu que ça a un peu chamboulé tout dans ma vie, ça a aussi chamboulé forcément mon petit côté lectrice. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais vous présenter les livres par ordre chronologique dans lesquels je les ai lus, comme ça ce sera beaucoup plus simple et même pour moi ça sera plus logique. Donc on va partir du mois d'avril jusqu'à fin août, il n'y en a pas énormément après avril, il y en a quelques-uns mais il y a des petites pépites dont j'ai trop hâte de vous parler. Bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre et de papoter avec vous. Et bien évidemment, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji de la couleur rouge. Oui, mesdames et messieurs, la couleur rouge. Allez, trêve de blabla, je commence tout de suite en sachant que tous les livres lus en avril, je ne les ai pas en fait en ma possession parce que les livres que j'ai maintenant dans l'appartement, c'est que les livres de ma pile à lire ou que j'ai lus après mon déménagement. Et du coup, les livres que j'ai lus en avril, ils étaient en carton assez rapidement. Je vais commencer par le seul et unique graphique que j'ai lu du coup durant ces derniers mois et j'ai lu au mois d'avril donc ça tombe plutôt bien. C'est du coup un webtoon, à savoir Les Secrets des Wilson de Mil Chu. Encore une fois, je suis pas encore trop sûre de comment il se dit. Et j'étais trop contente de le lire. C'est un webtoon que j'aime énormément. Je l'ai découvert en fait il y a pas longtemps en fait quand il est sorti, le tome 1. Les éditions Coton m'ont très gentiment envoyé ce webtoon pour me le faire découvrir et ils ont très bien fait parce que vraiment j'ai adoré, c'est plein de mystères, plein de suspense, il y a un petit côté un peu fil rouge où en fait on va suivre beaucoup de secrets de famille suite à la mort d'un grand-père en fait qui va tout léguer à sa petite fille et c'est plein de petites intrigues et c'est hyper intéressant. Et là dans le tome 2 notamment on va vraiment se lancer dans des flashbacks et je trouve que c'est bien parce que du coup on en apprend beaucoup sur cette famille et cette petite fille aussi essaie de comprendre un peu les origines de sa famille, ce qui s'est passé dans sa famille, elle comprend pas trop et elle comprend pas non plus pourquoi son grand-père elle l'a pas vu depuis des années, donc elle sait que voilà avec ses parents c'était un petit peu en froid, c'est un peu compliqué, donc voilà moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que le tome 3 là sort en septembre ou il est sorti fin août, je sais plus, et j'ai trop hâte de me le procurer et de lire la suite parce que c'est un super webtoon qui change beaucoup, hein. Il n'y a pas de romance, c'est pas du tout un truc avec de la fantaisie, c'est vraiment un truc dans notre monde, c'est très contemporain, mais il y a plein de secrets de famille. Si vous aimez un petit peu les livres à suspense, je pense que ça pourra vous plaire. En avril j'ai lu pas mal de suites de sagas aussi parce que c'était des sagas qui me faisaient envie et en fait j'ai voulu clôturer certaines sagas. C'est d'ailleurs le cas du tome 3 de Caraval de Stéphanie Gerber, je vous mets la couverture juste ici, que j'ai enfin terminé. C'est une trilogie du coup que j'ai beaucoup appréciée. Je peux pas trop m'étendre encore une fois parce que c'est un tome 3. Ce que je peux vous dire par contre c'est que mon point de vue sur toute la saga c'est que c'est plutôt plus positif. J'ai vraiment adoré cette saga, c'est vraiment plein de magie, il y a beaucoup de suspense, d'intrigue, de complot, c'est pas du tout dans une cour ou autre mais il y a un vrai jeu en fait, notamment qui s'appelle Caraval avec le maître qui s'appelle Légende, il y a beaucoup de magie comme je vous le disais et en fait à partir du tome 2 on introduit aussi des dieux et c'est hyper intéressant. Et dans le tome 3 du coup on a la conclusion avec les personnages qu'on a suivis et dans le tome 1 et dans le tome 2 parce qu'on suit pas les mêmes points de vue en fait dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc là du coup les points de vue s'alternent entre les deux personnages qu'on a suivis précédemment et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça mettait vraiment en relation en fait leur point de vue et en perspective du coup les différences qu'il pouvait y avoir entre ces personnages même si on le sait, et aussi il y a leur romance aussi et j'ai adoré et j'avoue que maintenant j'ai vraiment très hâte de me lancer dans la saga Il était une fois un cœur brisé qui se passe dans le même univers. Je sais du coup sur qui va porter la saga et je suis assez intriguée, j'avoue que je sais pas trop comment ils vont tourner ça étant donné la fin, mais je suis assez très intéressée. Après j'avais un petit peu peur aussi en me lançant dans le tome 3 de Caraval que ça soit pas forcément fluide parce que le tome 2 je l'avais lu
l'année dernière je dirais, et j'avais plus trop tout en tête, et en fait ça a été très fluide comme lecture, ça s'est fait tout seul et c'était une très bonne lecture et vraiment je vous recommande cette saga. Alors je sais que le tome 3 n'est pas dans la même maison d'édition que les 2 premiers tomes parce que Bayard a arrêté la saga, je ne comprends pas pourquoi parce qu'elle est vraiment super cette saga. Donc le tome 3 est dans une autre maison d'édition où ils ont sorti qu'un livre je crois et c'est celui-là tout simplement. Et effectivement il y a des petites coquilles, des fautes de traduction, des fautes d'orthographe aussi j'ai vu. C'est pas très bien traduit, il y a des phrases qui sont un peu maladroites mais ça a le mérite d'exister pour ceux qui ne lisent pas en anglais et c'est mon cas, donc je vais pas du tout cracher dans la soupe mais je préviens parce que je sais que beaucoup sont assez tatillons et je comprends étant donné le prix du livre. Mais moi voilà, j'étais tellement contente en fait de pouvoir avoir l'opportunité de terminer cette saga, de la clôturer, que voilà, je suis passée outre on va dire et j'ai plus pris plaisir à l'histoire, mais voilà, je préfère prévenir et puis on m'a demandé en plus sur Instagram, donc je le redis par ici. En avril, la lecture commune que je fais avec mes petits pattes, c'était Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda qui est sortie aux éditions Olympe. J'étais très contente que ça soit la lecture commune du mois d'avril, honnêtement. Ça m'a fait hyper plaisir parce que c'était un livre qui me tentait beaucoup et je trouvais qu'en fait il y avait une certaine ambiance autour de ce livre qui était assez propre finalement encore à l'hiver, enfin c'était un peu l'impression que j'avais. Bien qu'il se lise aussi très bien en automne, d'ailleurs c'est le moment idéal pour le sortir je pense. On est dans notre monde en fait et on est des années dans le futur. Et petit à petit en fait les eaux ont grignoté les terres et actuellement on suit l'histoire qui se passe dans l'ancienne Irlande mais qui s'appelle maintenant Hibernia. Après c'est des morceaux de terre parce que c'est devenu des îles en fait, et on va suivre notamment un personnage qui s'appelle Alba qui était en fait avant une génie, c'est ce qu'elle se souvient dans son ancienne vie, et elle a été bannie par le monde des génies parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains et malheureusement elle erre depuis, donc ça fait des siècles qu'elle erre et ça fait aussi très longtemps qu'elle veille sur les terres d'Hibernia parce que c'est là où elle a trouvé son refuge. Elle a très peu de souvenirs finalement de son ancienne vie, je crois qu'elle en a conservé que 3, dont un où elle sait qu'en fait elle était une génie avant et que elle a fait trop de vœux et donc du coup enfin elle a donné trop de vœux aux humains et donc du coup c'est pour ça que elle a été bannie du monde des génies et que du coup elle erre sur terre. Alba c'est quelqu'un de très froid et de très austère, c'est un personnage un peu de glace on va dire. Elle met beaucoup de limites en fait avec les autres parce que au fur et à mesure des siècles elle s'est attachée à beaucoup d'humains qui sont morts en fait, donc du coup en fait elle préfère se protéger et pour ça du coup elle préfère être une dame assez de marbre, voilà. Et l'objectif d'Alba c'est de faire en sorte que son île ne s'effondre pas parce qu'il y a énormément de personnes en fait qui se reposent sur elle. C'est la gardienne de cette île et c'est très éprouvant pour elle, hein. On voit que psychologiquement c'est beaucoup de pression, mais elles s'en fait vraiment un devoir de protéger cette île, de faire en sorte que ce soit très abondant, de faire en sorte qu'il y ait de la nourriture, que ça soit un peu une terre de paix. Malheureusement il lui manque des fonds nécessaires en fait pour éviter que la terre continue en fait de s'effondrer et que du coup les gens qui habitent sur sa terre ne partent parce que du coup il y aurait plus de refuge et du coup elle est obligée en fait de travailler avec un autre archipel, une autre île qui est l'île de Cymru qui eux c'est une île vraiment très austère, ils vivent bien plus loin sur l'océan mais ils sont hyper jaloux en fait du succès d'Hibernia et surtout du fait qu'ils aient à manger en abondance et ils comprennent pas comment c'est possible. Cymru c'est une vie vraiment froide, horrible, ils vivent tous parqués dans des espèces de petits logements, ils ont un métier et puis du coup c'est assez carré, c'est assez froid, c'est mené d'une main de fer en fait, il n'y a pas de vie, pas comme sur Hibernia et le conseil de Cymru a décidé du coup en échange de leur aide d'envoyer un émissaire qui s'appelle Lethan et le but de cet émissaire ça va être en fait de consolider on va dire cette espèce d'alliance en essayant de gravatouiller le plus possible d'informations et de comprendre en fait comment Hibernia peut avoir autant de nourriture, autant de verdure, autant de vraiment une belle terre en fait et ils vont du coup devoir plus ou moins s'allier les deux en fait et ça va être assez ombrageux et c'est un livre, comment je pourrais vous expliquer, en fait j'ai découvert le plot twist très rapidement. Et autant j'ai adoré l'écriture et la plume de l'autrice, autant j'ai trouvé que l'histoire était
pas terrible en fait, et j'ai été assez déçue parce que je m'attendais vraiment à un livre assez doudou, assez réconfortant si vous voulez, et ça n'a pas été ça. Du tout, donc vraiment assez déçue, et je m'attendais à un petit peu mieux. La romance était très prévisible, le roman lui-même était très prévisible aussi, bien qu'il y ait de l'originalité. Voilà, moi ça l'a pas trop fait, j'ai juste accroché en fait à l'ambiance et à la plume de l'autrice, mais sinon pour le reste, pas tellement malheureusement. Comme je vous le disais, du coup aussi au mois d'avril, j'ai beaucoup lu de suites de sagas, et j'ai lu notamment De l'une de sang, le tome 2 qui s'appelle De silence et d'ombre de Irine Beatty. C'était une suite de saga que j'attendais avec grande impatience, et j'ai été plus que ravie du coup de me plonger dans ce deuxième tome. Je dois admettre que c'était un coup de cœur, un gros coup de cœur. J'ai adoré ce tome 2 au même titre que le premier tome qui était aussi un gros coup de cœur. J'avais pas mal d'attentes sur ce deuxième tome et j'avais peur que ça soit un niveau en dessous du tome 1, mais pas du tout. Je trouve que dans le tome 2, on repart sur une nouvelle enquête dans une autre ville avec les mêmes personnages, et du coup il se passe beaucoup de choses. Encore une fois, on a encore un meurtrier en cavale, et on va retrouver à nouveau du coup Kat et Simon, et voilà, c'était vraiment trop bien. Alors il y a toujours autant de psychologie dans ce livre. Je vous avais dit dans le premier tome, quand je vous avais partagé mon avis, que c'était un livre où il y avait énormément de psychologie sur les serial killers, que vraiment l'autrice avait fait vraiment une sacrée recherche en fait sur le tome 1 qu'elle avait fait, et sur le tome 2 c'était pareil. Il y a énormément de recherche, mais il y a beaucoup plus de magie et de fantaisie. En fait dans le tome 1 on introduisait à peine le côté fantaisie, et là dans le tome 2 on va vraiment jusqu'au bout. Je rentre pas trop dans le détail parce que je veux pas spoiler la fin du tome 1. Simplement sachez que le tome 2 est aussi excellent que le premier tome, j'ai trouvé. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Les pages défilent à une vitesse folle, et une fois que vous avez terminé le livre vous dites non, déjà. Et ça me fait ça avec tous les livres d'Irine Beatty que j'ai lus. À chaque fois je me dis mais ça passe extrêmement vite. Donc franchement je vous recommande ces livres. Elle a une plume incroyable, ça se voit qu'il y a énormément de travail dans ces livres, c'est hyper appréciable. Elle sait de quoi elle parle en fait, et on voit vraiment que c'est super bien ficelé, et il y a tellement d'éléments, ça se voit qu'elle a tellement travaillé ses livres que c'est hyper agréable parce qu'on se laisse porter hyper facilement dans son univers, et c'est vraiment chouette. Et j'ai aussi lu pas mal de one-shots du coup, et j'ai lu L'effet boule de neige de Clara Hérault. Alors je sais, je l'ai lu en avril, je suis complètement hors délai parce que c'est une romance de Noël, donc du coup j'étais complètement à côté, et je pense que du coup je suis tombée complètement à côté parce que j'étais pas du tout dans l'ambiance. En gros on va suivre Iris qui a 19 ans, elle a eu son bac il y a quelques mois, et en fait elle est meilleure amie avec Charles depuis qu'ils sont vraiment enfants, et ils sont vraiment comme ça, et elle en est secrètement amoureuse, donc voilà. Et Charles en fait après avoir obtenu son bac, il est parti faire ses études aux États-Unis, et là pour les vacances de Noël il rentre enfin, et ça fait des mois qu'elle ne l'a pas vu. D'ailleurs ils ont très peu échangé parce que Charles était très occupé forcément, et voilà, ça lui a atrocement manqué de ne pas voir son meilleur ami, surtout qu'elle est amoureuse de lui comme je vous le disais. Mais quand il revient des États-Unis, il revient accompagné d'une fille qui s'appelle Jude, et avec qui il est en couple. Et là c'est la douche froide pour Iris parce qu'elle s'était auto-persuadée en fait que Charles allait se rendre compte avec la distance qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et qu'il était amoureux d'elle. Et vu qu'elle l'a un peu mauvaise, elle a un peu une idée un peu limite on va dire. Elle va demander au grand frère de Charles, qui s'appelle Alex, de faire croire en fait qu'ils sont en couple, et Alex comprend très vite pourquoi. Il connaît très bien Iris et il sait qu'elle est amoureuse en fait de son petit frère, et du coup il va accepter. On sait pas trop pourquoi il accepte, mais il va accepter. Et du coup quand ils vont partir en vacances pour Noël, parce que leurs deux familles en fait sont très liées et partent ensemble en vacances dans un chalet, et bien ils vont jouer au faux couple. Voilà. Et du coup c'est une romance, c'est assez chouchou hein, c'est très kiki, mais j'y ai pas vraiment cru en fait, j'y ai vraiment pas cru. Je trouve que, je sais pas, c'est un peu sorti de nulle part la romance, c'est du jour au lendemain en fait, ça éclot comme ça. Un coup Iris elle est en mode non mais voilà, c'est juste une fausse relation machin, je suis amoureuse de Charles, et puis le lendemain elle se réveille et finalement c'est pas du tout ça, elle remet tout en perspective.
Donc je sais pas, j'ai été un petit peu déçue parce que les livres de Clara Héreau, enfin les livres, j'en avais lu qu'un juste avant et j'avais adoré, mais dans le registre de la romance finalement j'ai pas trop accroché. Donc est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas lu pendant l'effervescence des fêtes? C'est possible, mais je voulais vraiment lire ce livre. Donc voilà, j'ai l'impression d'être passée un petit peu à côté, donc un petit peu déçue. J'ai aussi terminé une autre saga, oui c'était le mois de je termine mes sagas. Et du coup j'ai terminé le 3e tome de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman et il était grand temps parce que je crois que le tome 2 je l'avais lu en automne 2021 il me semble. Oui je crois que c'est ça, en automne 2021 donc le tome 3 était sorti un peu dans ces eaux là ou quelques semaines après, donc il était temps que je termine cette saga. Ça faisait donc des années que j'avais pas mis le nez dans la saga Aurora Squad. Pareil, j'étais un peu frileuse. Alors j'ai trouvé le résumé spoilant il me semble du tome 1 mais pas du tome 2 si je ne m'abuse sur Summary's Book. Et ça m'a quand même assez aidé. Après heureusement au début en fait du livre Aurora Squad ils font un rappel des personnages, de l'univers, donc merci à eux pour ça. Merci. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur le 3e et dernier tome d'Aurora Squad? Eh bien que j'ai passé un bon moment, honnêtement j'étais contente de retrouver les personnages et de la clôturer. Ça a été assez flou malgré tout les 50-100 premières pages. Je me souvenais plus de toutes les intrigues, des personnages, etc. C'était un peu flou même s'il y avait un rappel au début. Et puis finalement c'est revenu tout seul. Et en fait le tome 3 en plus a ses propres intrigues. Et c'était assez intéressant. C'était plutôt pas mal. Alors c'est un livre, enfin c'est une saga de science-fiction où en fait on va suivre dès le 1er tome une équipe de bras cassés qui est obligée de faire équipe après avoir obtenu leur diplôme. Et on va se rendre compte qu'il y a un complot intergalactique en fait d'une entité extraterrestre qui essaye de prendre le contrôle depuis des siècles en fait sur toutes les créatures et qui envahit des planètes un peu comme un virus et on s'en rend pas compte parce qu'en fait il prend possession des gens et c'est hyper bien fait. Alors autant le tome 1 il y a pas mal de rigolades, autant le tome 2 commence à avoir un petit peu un étau tragique et le tome 3 ouais, c'est un peu mitigé, mais j'étais contente de lire la fin et d'avoir enfin le fin mot de l'histoire. Il y a des trucs où j'ai vu venir et des trucs où j'ai pas forcément vu venir, mais c'était une bonne saga. J'ai moins aimé cette saga que Illuminae, forcément, qui était exceptionnelle dans son genre, tellement atypique en plus dans sa manière d'être lue. Mais c'était quand même sympa et je suis contente d'avoir enfin clôturé Aurora Squad. Enfin. Et le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit d'un one-shot et surtout d'une romance qui s'appelle La lune qui réchauffe mon cœur de Arkelana, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très poétique et très beau. C'est une romance entre Gabriel et Lune justement. Lune en fait est une étudiante qui s'est lancée dans des études de droit et en fait elle a fait un burn-out et elle fait une dépression et en fait elle se bat contre sa santé mentale on va dire, donc elle a arrêté les cours et c'est très compliqué. Et de l'autre côté on a Gabriel qui lui est devenu solitaire avec les années, il s'est assez emmuré dans un silence, c'est un personnage qui a l'air en tout cas plein de mystères et en fait qui ne survit que grâce à la photographie et aux balades qu'il fait avec sa moto, voilà. Et Tinder arrive entre ces deux et ils matchent et commence du coup une relation entre les deux et j'ai trouvé leur romance très belle. Il y a beaucoup de passages qui m'ont mis les larmes aux yeux. C'est très bien écrit, très fluide, je l'ai lu mais je crois en 2 jours tellement c'était hyper fluide. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que l'autrice a écrit un autre livre, alors c'est de l'auto-édition. L'autrice a écrit un autre livre que je n'ai pas, mais que j'aimerais beaucoup me procurer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Et voilà, je vous le recommande, c'est une romance très touchante qui se lit très bien. Par contre, attention au trigger warning parce que forcément, je pense que c'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde. Moi, je me suis assez sentie représentée en fait dans la dépression, notamment vis-à-vis de Lune. Mais il y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas dans le livre. Je savais que ça allait être un livre assez bouleversant et tout, mais en fait l'autrice elle est hyper sadique parce que je crois un peu avant la moitié du livre il y a un rebondissement de malade hyper triste et j'étais en mode
ok, je l'ai pas du tout vu venir en fait, genre ok. Et en fait c'est plein d'émotions, donc non franchement c'est un très bon livre et ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, et j'ai bien aimé le fait que vraiment la santé mentale était très mise en avant. C'est un sujet qui m'importe beaucoup, vous le savez. Si je peux lire des livres sur la santé mentale, je le fais. D'ailleurs, je vais vous en reparler dans pas longtemps. Il y a un autre livre que j'aimerais vous présenter par rapport à ça. Et j'ai aimé. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est le fait que, en fait, la romance ne sauve pas les personnes. C'est pas parce qu'il y a une romance que du coup, on va se dire « Ah, je suis guérie !» Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est très compliqué. Il y a un suivi psychologique. Il y a des démarches à faire de soi-même, en fait. Et il faut se guérir soi-même avant de pouvoir vraiment se considérer comme étant sauvé. Enfin, le mot est un peu large, mais j'ai bien aimé le fait que voilà, l'autrice savait de quoi elle parlait, et que elle dit pas bah voilà, l'amour sauve tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas dans un film en fait, et c'est vraiment une réalité qui est importante de prendre en considération, que tout n'est pas rose et beau, et c'est comme ça, et ça fait du bien parfois aussi d'avoir des livres qui nous remettent les choses en perspective, et où on comprend que la santé mentale peut jouer sur beaucoup de choses dans notre vie, et c'est important de le savoir. Voilà. Bon, je vais pas plus m'étaler, mais en tout cas c'est un livre que je vous recommande. Allez, on passe au livre que j'ai lu au mois de mai, et je commence avec la lecture commune que j'ai fait avec les Pat. J'étais trop contente que ce livre soit sélectionné, parce que franchement il me faisait tellement envie, j'avais tellement d'attentes. Il s'agit du coup de Divine Rivalité de Rebecca Ross, et énorme coup de cœur, énormissime coup de cœur, mais genre vraiment j'ai adoré ce livre. Il était trop bien, énorme coup de cœur. Une de mes meilleures lectures depuis le début de cette année. Si vous avez vu mon bilan mi-lecture, d'ailleurs la vidéo je vous la remets ici. Vous savez du coup que voilà, ce livre a vraiment bouleversé mon année. J'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce livre. Je me suis beaucoup comparée aussi à Iris, étonnamment, alors qu'on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout les mêmes sentiments, mais j'ai trouvé que c'était un personnage auquel on pouvait vraiment facilement s'identifier, et on pouvait vraiment facilement suivre son aventure, et je l'ai adoré ce livre, vraiment je l'ai adoré. Ça fait des siècles que les dieux étaient endormis, et en fait ils vont se réveiller, et avec eux la guerre qu'ils avaient emportée dans leur sommeil, et du coup ça va engendrer du coup une énorme guerre, un petit peu style guerre mondiale, sauf que c'est les dieux en fait qui sont derrière cette énorme guerre, et en fait c'est une inspiration très les années 40 si vous voulez, avec un petit peu ce côté fantastique. Et nous allons suivre Iris qui décide en fait d'écrire des lettres à son frère qui est parti au front, qui est parti se battre, et elle n'arrive pas à comprendre sa décision en fait d'être partie se battre, pourquoi il l'a abandonné, pourquoi l'appel de la déesse pour qui il veut se battre a été plus fort que elle en fait. Et de son côté elle essaie de se maintenir à flot parce que sa mère est tombée dans l'alcool, et elle vit dans un appartement très miteux où c'est elle qui doit payer le loyer parce qu'elle a réussi à trouver un job en tant que reporter, journaliste on va dire, et sa seule bouffée d'oxygène en fait c'est d'écrire des lettres à son frère qu'elle met en fait dans son placard, et quand elle ouvre la porte du placard après, les lettres disparaissent, et en fait elle est persuadée que les lettres s'envolent. La magie fait que ça se dissout en fait, et que ça va dans les mains de son frère. Donc elle lui a écrit des lettres sans forcément avoir de réponse parce que lui est au front, mais voilà, elle lui écrit, elle lui confie sa vie, elle lui parle de ses journées, sauf qu'en fait toutes les lettres vont à son rival qui s'appelle Roman Kitt, et qui travaille avec elle il travaille dans le même journal, et ils sont rivaux tous les deux, ils peuvent pas vraiment se piffrer, et en fait ils postulent pour le même poste, et du coup ils se mettent tout le temps en compétition, et c'est cordial mais c'est vraiment de la bonne compétition. Et Roman en fait il va finir par lui répondre, il va céder et il va lui répondre, mais il va pas lui dire qui il est en fait, et de là va commencer un échange épistolaire. Et ça c'est vraiment la première partie du roman, je dirais même que c'est peut-être les 100 premières pages, 120 premières pages, parce que après ça part totalement en cacahuète. Je m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment que le livre serait vraiment que sur ça, et en fait non. On va suivre vraiment Iris dans ses aventures, et au-delà du fait que le livre était hyper prenant, hyper fluide, et voilà, la romance était incroyable, c'est une slow burn de base, Enemies to Lover.
Et ensuite après ça va un petit peu changer, mais c'est une vraie slow burn, une romance qui est très convaincante dans son genre. Je me suis pas ennuyée une seule seconde, c'est hyper intéressant et en fait j'avais hyper peur dans ce livre là, vraiment tellement c'est bien écrit. Les actions qu'il y a notamment sur le front au niveau de la guerre, c'est tellement bien fait que je m'y croyais et j'avais super peur, j'ai vraiment les chocottes. Et c'est incroyable, c'est vraiment un très beau livre. La fin envisage une très belle suite aussi parce que c'est une duologie. Je crois que ça sort en novembre si je dis pas de bêtises et j'ai trop hâte honnêtement d'avoir la suite. Énormissime coup de cœur, donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur du premier tome comme toujours quand on a un coup de cœur comme ça. Toujours au mois de mai, j'ai aussi lu Light Lark, le deuxième tome de Alex Astier. Je voulais avancer aussi dans mes sagas. Voilà, vous savez tout. Donc du coup j'ai lu ce deuxième tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ça avait été une belle surprise parce que honnêtement je savais pas trop à quoi m'attendre. Les avis sur le premier tome étaient tellement négatifs que je m'étais dit bon on va voir. Et finalement j'avais beaucoup aimé le premier tome. Mais alors là le deuxième tome j'ai tellement ramé pour me souvenir de tout. Pourtant ça faisait que un peu plus d'un an que j'avais lu le premier tome. Mais j'ai trouvé aucun résumé spoilant, rien, et j'ai tellement galéré, mais vraiment galéré à me souvenir des personnages, des intrigues, de ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc c'est très paradoxal parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, le tome 1, mais en fait il m'en restait très peu de souvenirs quoi, vraiment les grandes lignes et encore. Du coup de me remettre dedans ça a été assez compliqué, mais ça l'a fait. Après j'ai trouvé que le tome était un peu long, pas mal mais un peu long. Dans ce tome là on alterne les chapitres flashback et les chapitres dans le présent. Et mes préférés étaient les chapitres flashback parce que c'était avec un personnage que j'adore qui était totalement absent du livre sinon et ça m'a un petit peu saoulée honnêtement. Je ne rentre pas dans le détail bien sûr. Mais voilà, dans le tome 1 on avait une pseudo-romance triangle amoureux qui s'est continuée dans le tome 2 bien que pas vraiment. Et je sais pas, je le sens pas trop le tome 3, je lirai quand même la suite mais honnêtement je le sens pas trop. Et je trouve que l'héroïne est de plus en plus niaise en fait. Dans le tome 1 elle avait un petit peu ce côté innocent mais là dans le tome 2 elle était un peu lourde parfois honnêtement. Donc pas une excellente lecture mais pas une déception non plus, disons que c'était pas trop mal. Pour un tome 2 franchement ça va, j'ai lu des tomes 2 qui étaient beaucoup plus catastrophiques que ça où vraiment je m'ennuyais vraiment. D'ailleurs je vais vous reparler d'un tome 2 après mais bon on en reparlera. Après le tome 1 je l'avais beaucoup aimé mais ça avait pas été un énormissime coup de cœur et j'avais pas des attentes de malade pour le tome 2 non plus, donc je pense que ça joue aussi pas mal. Mais voilà c'était sympa, me sans plus, donc à voir avec le tome 3, je continue la saga, à voir. En juin, je n'ai absolument rien lu. Voilà, enfin j'ai commencé un livre au mois de juin et j'ai mis 1 mois et demi à le terminer tellement j'ai détesté, le mot est peut-être un peu fort mais je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit du Faucheur de sorcières de Carissa Wicks qui est sorti chez Bookmarks. C'était la lecture commune de mes pattes au mois de juin et je l'ai commencé le jour où on a commencé la lecture commune. Et en fait j'ai été tellement débordée honnêtement que j'ai pas pris le temps de vraiment lire tous les jours. Donc je lisais quand j'avais vraiment le temps et je l'ai terminé fin juillet. Et je l'ai terminé avec beaucoup de difficultés. Honnêtement, si je l'ai terminé, c'est parce que c'est un cadeau d'une de mes pattes qui s'appelle Aria. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle me l'a très gentiment offert parce que du coup, elle a été dans un pop-up bookmark en physique et elle m'a acheté cette très belle édition parce qu'en fait, c'est l'édition reliée avec une couverture en plus en fait. Donc du coup je l'ai terminé vraiment parce que c'était un cadeau, voilà, parce que sinon je pense que je l'aurais abandonné. J'ai pas du tout accroché. Oh, mais alors pas du tout, je me suis tellement ennuyée. Oh, honnêtement, pas compris l'engouement du livre. Mais alors pas compris du tout, hein, vraiment. En fait, on est dans un univers de fantasy, donc c'est une romantasy. Et une fois dans l'année, il y a le collecteur de sorcières, le faucheur de sorcières qui vient dans tous les petits villages du nord pour récupérer une sorcière en fait, parce qu'il y a la magie abondante dans cet univers et les gens généralement ont tous des pouvoirs et du coup le faucheur de sorcières vient récupérer la personne qui est la
plus susceptible de pouvoir aider le roi du givre. Et donc il a pas mal de capacités et du coup tous les ans il vient chercher sa petite sorcière. Mais on revoit plus jamais ces personnes-là, ces sorcières qu'il collecte, on les revoit plus jamais, on sait juste qu'elles travaillent au service du roi des givres. Et cette année, Rhaena donc décide de se venger du faucheur de sorcières parce qu'il a collecté sa sœur il y a des années et elle l'a plus jamais revue et ça a un petit peu détruit sa famille. Après son père est mort et sa mère, ça a été un peu compliqué on va dire. Rhaena, elle a la particularité d'être muette, donc ça c'est un point que j'ai plutôt bien aimé, ça veut dire qu'en fait elle parle le langage des signes et nous on est vraiment dans sa tête donc on sait ce qu'elle pense, donc c'est assez rigolo, c'est plutôt bien fait. Il y a cet aspect que j'ai trouvé hyper sympa parce que du coup ça représente comme une héroïne qu'on voit pas forcément, des héroïnes muettes, je crois que c'était la première fois que j'en voyais donc c'est plutôt bien je trouvais par rapport à ça. Mais pour le reste, c'est tellement prévisible et tellement lent et c'est long, mon dieu. En fait en gros ils se font attaquer, alors je vous raconte, je vous spoil rien, hein, c'est vraiment dans les 50 premières pages. En gros il y a un autre pays qui vient envahir le nord et donc du coup en fait le faucheur de sorcières arrive dans le village de Rhaena et en fait ça va être la guerre en gros parce que il y a les autres qui envahissent le pays. Voilà, donc du coup le faucheur de sorcières il va essayer de se battre, patati patata pour défendre les habitants, patati patata, Rhaena c'est pareil, et puis finalement ils vont devoir faire équipe, patati patata, enfin bon bref. Et en fait tout le long du livre c'est une longue traversée, très longue, vraiment très longue, et elle le déteste mais oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais franchement je peux pas le blairer, hein. Vraiment c'est vraiment l'ennemi de ma vie, mais waouh, les muscles saillants qu'il a quoi, oh là là, je détourne le regard et je rougis parce que il est mignon hein, mais je le déteste. Vous voyez un peu le genre, ça a été ça tout le long, oh, ça m'a trop saoulée. Et alors on suit le point de vue du faucheur de sorcières aussi et ça retire tout son charme. Mais tout le charme, tout le mystère qu'il y a pu avoir en fait derrière ce personnage, dès les premières pages c'est retiré en fait. On sait qu'il est très proche du roi du givre, on sait que le roi du givre en fait c'est pas un méchant, je vous rigole pas, hein, c'est dès les premiers chapitres, hein, que visiblement c'est quelqu'un d'important, blablabli, bref. Donc voilà, et même le système de magie, j'ai trouvé que c'était hyper mal expliqué, j'avais l'impression d'être dans le livre True Witch, que j'ai détesté, qui est sorti chez La Martinière l'année dernière et que j'ai pas du tout aimé, que j'ai abandonné d'ailleurs, hein, et je pense que celui-là je l'aurais abandonné, mais vraiment je ne lirai pas la suite bien sûr, mais non, pour moi ça l'a pas du tout fait. Encore désolée Aria, c'est pas de ta faute parce qu'elle s'est excusée quand je lui ai dit, mais vraiment je n'ai pas du tout aimé, voilà. On va passer du coup au livre que j'ai lu au mois d'août, j'en ai lu 3, ce qui est plutôt pas mal. J'ai lu une suite de saga qui a été une énorme déception. Oui, il s'agit de Badash, le tome 2, encore une déception. Alors là, je suis tellement déçue, tellement déçue. Je m'attendais à tellement mieux pour cette suite de saga et en fait ça a été la douche froide, mais vraiment la douche froide. Alors le tome 1 était un énorme coup de cœur, grosse surprise, je m'y attendais pas du tout, je me suis bidonnée, j'ai rigolé comme jamais, pourtant il y avait un triangle amoureux mais c'était tellement bien fait que voilà. Là c'est parti en cacahuète avec les clichés les plus relous du monde, mais vraiment. Ashley on la reconnaît pas, autant dans le tome 1 c'est une fille un peu discrète, qui est assez studieuse, qui est très proche de ses copines, qui est amoureuse dans son coin, vous voyez elle est fan de Taylor Swift mais elle chantonne, enfin c'est pas une fille... comment je pourrais dire, c'est pas une fille qui se fait remarquer, elle vit sa vie en fait, elle est un peu invisible, elle a ses amis et ça lui va très bien. Et là dans le tome 2, mais c'est une vraie peste. Non mais le nombre de fois où elle s'engueule avec ses amis, mais en plus à tort, mais elle est d'une mauvaise foi colossale, elle est insupportable, elle est même insupportable envers elle-même, envers les gens qu'elle côtoie, envers sa famille qui est super gentille, super chouette, que au premier tome franchement je les ai trop kiffés, sa famille ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont hyper rigolos, sa mère est trop cool et tout, et là elle est insupportable envers sa femme, vraiment la crise d'ado s'est révélée, et alors là la pestouille mais en puissance, je sais pas si c'est les hormones ou je sais pas qui la travaille, mais alors là ça va pas du tout, on a eu l'impression, excusez-moi j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais on a eu l'impression qu'elle avait ses règles durant tout le livre, hein, la pauvre Ashley, hein, tellement elle était grognon et de mauvaise humeur, et
à s'engueuler à droite, à gauche. Franchement c'était chiant, c'était que des embrouilles tout le livre. Donc déjà, bonjour la bonne ambiance en été, hein. Moi qui était trop contente en mode ouais c'est hyper pétillant, je vais encore bien me bidonner et tout. Non, ça tourne en rond en fait, même en termes de romance, ça tourne en rond. Alors pareil avec ses amis, ça tourne en rond parce que du coup elle fait que s'engueuler avec. La romance ça tourne en rond aussi parce qu'elle fait que s'engueuler aussi avec. Oh, c'était long, et pourtant il est pas gros hein. Mais oh là là, je suis super déçue. Je lirai le tome 3 par curiosité, mais pour moi c'est le livre de trop. C'est-à-dire qu'en fait, l'autrice a décidé de faire une trilogie alors qu'une duologie, je pense que ça l'aurait largement fait. D'ailleurs la trilogie, je sais pas de quoi va parler le tome 3. Je me doute un peu étant donné la fin du tome 2, mais mon dieu, faire un tome, bon bref. Donc on verra, mais je suis trop déçue quoi. Franchement, je m'attendais à tellement mieux. Donc bref. Grosse déception. Heureusement, les 2 lectures que j'ai à vous présenter maintenant sont de très belles pépites. Et on va commencer avec Love Theoretically. J'arrive pas à le dire, j'arriverai jamais à le dire. De Ali Hazelwood, que j'ai beaucoup aimé. Alors là par contre, petite pépite, j'ai retrouvé Ali Hazelwood pour mon plus grand plaisir. L'année dernière j'avais découvert cette autrice avec The Love Hypothesis, qui a été le premier livre que j'ai lu d'elle. Énormissime coup de cœur, mais genre vraiment j'ai trop aimé. J'ai ensuite lu Love on the Brain, que j'ai un peu moins aimé. Je l'ai trouvé sympa mais un peu répétitif de The Love Hypothesis. Et alors là, le tome 3, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé, j'avais vraiment l'impression d'être à nouveau replongée dans l'univers de The Love Hypothesis. Et ça tombe bien, parce qu'on revoit nos personnages de The Love Hypothesis, oui. Je suis trop contente. Quand je les ai revus, j'étais on fire. J'étais en mode oh mon dieu, il y a Adam. Bref, donc du coup, trop contente. J'ai trop aimé cette romance. Elle était trop chouette. Elle était vraiment trop chouette. Alors, on va suivre Elsie, d'accord ? Qui, en plus de son travail à l'université en tant qu'enseignante, est obligée, malgré toutes les études qu'elle a fait, de travailler pour une application de fake dating, on va dire. En gros, elle fait un peu l'escorte. Voilà, elle joue un rôle de petite amie pour des clients le temps d'une fois en fait. Par exemple, vous avez une soirée, vous n'avez pas de petite copine et vous avez besoin d'être accompagnée à cette soirée, et bien vous faites appel à Elsie qui s'appellera Rose ou Margaret ou que sais-je durant la soirée, et qui jouera un rôle, le rôle que vous lui avez conçu. Voilà, donc si vous voulez par exemple qu'elle soit prof des écoles, qu'elle soit douce, gentille et adorant les enfants, c'est ce qu'elle fera. Donc Elsie en fait c'est un vrai caméléon, et ça tombe bien parce que c'est sa personnalité depuis qu'elle est toute petite. Elle a toujours été comme ça. Parce que c'est son caractère de se faire discrète, et en fait elle a toujours, depuis qu'elle est petite, joué un rôle pour que les gens l'apprécient, et du coup qu'elle ne sent pas ce sentiment d'abandon qu'elle a pu ressentir plusieurs fois. Elle n'a jamais voulu être un fardeau pour qui que ce soit, elle déteste les conflits, et c'est quelqu'un qui a besoin que tout soit calme dans sa vie, sinon ça l'angoisse au plus haut point. Et je me suis beaucoup retrouvée en elle sur cet aspect-là en fait, le fait que les conflits pas du tout. L'effet un petit peu caméléon, parce que j'ai très longtemps été comme ça, surtout au lycée en fait, et même en fac. J'ai observé, et du coup après j'analysais, et je jouais un rôle, mais du coup je mettais en avant certains aspects de ma personnalité que je savais que les autres apprécieraient, et le reste en fait je le taisais en fait. Elsie c'est un petit peu ça, mais en beaucoup plus exagéré, et elle joue vraiment des rôles hein. Pour le coup, pour chaque personne qu'elle rencontre, elle observe et elle joue un rôle qui n'est pas elle, mais en fait à force elle se perd, elle sait plus qui elle est en fait, ce qui est totalement normal. Elle a par contre une coloc qui est complètement loufoque, que j'ai trop appréciée, qui est hyper choupinette, hyper chouette, et c'est sa meilleure amie en fait. Elles ont une trop bonne relation, hyper rigolote. Et dans tout ça, parce que je vous parle d'Elsie, je vous raconte sa life, c'est très bien, mais la romance, c'est avec qui? Eh bien, c'est avec Jack, qui est en fait le frère aîné de George. George, qui est un de ses clients réguliers, normalement, elle fait jamais ça, c'est une fois et c'est tout. Et George, en fait, elle l'apprécie tellement qu'elle a accepté de jouer au rôle de sa fausse petite amie sur plusieurs mois, en fait, à chaque repas de famille qu'il avait. Et Jack c'est le grand frère de George, et en fait dès qu'il l'a vu, il a détesté Elsie, il l'a détestée entièrement.
Sauf qu'elle se retrouve trop dans le caca parce qu'elle a postulé pour un poste au MIT pour enfin en fait faire des recherches et enseigner là-bas et avoir un poste assez prestigieux qui lui permettrait d'arrêter le fake dating. Et en fait Jack c'est un des recruteurs. Donc quand il va la voir il va lui dire mais t'es pas bibliothécaire, parce que c'est comme ça en fait que George l'avait un petit peu vendue auprès de sa famille, et ça va trop la mettre dans le caca. Donc je vous laisse imaginer la situation, c'est rocambolesque, et la romance, une petite pépite. Jacques c'est Adam, voilà, il y a Jacques et Adam, ils sont amis, et j'ai envie de dire, ça se comprend. Non franchement c'était vraiment très très chouette, j'ai adoré, c'est pile le type de sentiment qu'on recherche, surtout durant les périodes estivales, et je ne peux que vous le recommander. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a The Love Hypothesis, il y a juste en dessous, mais vraiment, mais genre à ça, un cheveu Love Theorica machin Kali et un peu en dessous, bien en dessous même, il y a Love on the Brain. Voilà, parce que vraiment celui-là, petite pépite. Et on va terminer avec un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, je l'ai terminé la semaine dernière, fin août, donc du coup je suis dans le temps. Il s'agit du coup du dernier Clara Hero, à savoir Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Ça fait 2 livres de Clara Hero du coup que je vous présente dans cette début de lecture, mais que voulez-vous, c'était l'occasion. Et alors là, gros coup de cœur. Énormissime coup de cœur, j'ai adoré ce livre et encore une fois je me suis sentie représentée, mais là du fait de ma dépression en fait on va suivre 2 sœurs, on va suivre Phoebe et on va suivre Lara, et ces 2 sœurs qui sont totalement à l'opposé, mais vraiment elles ont qu'un an d'écart mais elles sont à l'opposé. Phoebe c'est une jeune femme qui est brillante, qui est douce, qui est gentille, qui est la bonne fille, vous voyez, qui répond vraiment aux attentes des parents. Les parents voulaient qu'elle fasse du droit, elle a fait du droit. Les parents veulent qu'elle respecte le couvre-feu, fasse ceci, fasse... Elle le fait en fait, elle ne fait pas d'esclandre, elle écoute ses parents, c'est vraiment une fille très sage, vous voyez. Et de l'autre côté on a Lara qui a un tempérament complètement explosif, qui elle rentre dans le conflit, qui va hurler, qui va s'en prendre beaucoup avec sa mère, elle est en conflit perpétuel avec sa mère, et c'est vraiment à l'opposé. Et ça fait un bon moment maintenant que les 2 sœurs ne se parlent quasiment plus. Elles vivent pourtant sous le même toit, mais elles ne s'entendent plus ou ne s'écoutent plus, et du coup c'est hyper compliqué, surtout que Phoebe est l'intermédiaire entre sa mère et Lara, et que de l'autre côté, eh bien, leur mère compare les 2 sœurs. Donc du coup ça met dans une rage folle Lara, enfin il y a tout un truc. Et les deux en fait ont des... comment je pourrais dire ça, des sujets très différents. Lara ça va plus être sur son orientation sexuelle, elle va essayer de se trouver, de se chercher durant cet été, et elle a énormément de colère en elle, énormément d'amertume avec l'année qui s'est écoulée, où elle s'est sentie très très seule, où ses parents lui mettent une pression folle, enfin sa mère notamment lui met une pression folle, et elle ne se laisse pas faire, comme je vous dis, elle a un tempérament explosif. Et de l'autre côté, eh bien, on a Phoebe qui vient de faire sa première année en fac de droit. Elle a détesté ça et elle est en pleine dépression en fait. Elle l'ignore totalement, mais elle est en pleine dépression. En fait à l'intérieur d'elle, elle est morte. En fait c'est une coquille vide. Et ça m'a fait tellement pleurer parce que ça m'a fait tellement penser à moi il y a quelques temps, et c'est très très fort comme livre. Alors je me suis beaucoup plus sentie représentée forcément par Phoebe parce que c'était beaucoup plus récent, mais j'ai aussi ressenti un certain lien avec Lara de par la colère, parce que moi l'adolescence ça a été une période où j'étais très très en colère, notamment avec ma mère, on était tout le temps en clash aussi, pour des raisons complètement différentes, mais j'étais tout le temps en colère en fait, et j'arrivais pas à extérioriser cette colère, et je me suis retrouvée aussi en Lara par rapport à ça. Du coup j'ai adoré alterner les points de vue, parce qu'on alterne les points de vue dans ce roman. Ça se passe l'été, elles retournent en fait sur un lieu qu'elles adorent, qui est sur la côte basque et où elles ont leur habitude depuis 19 ans maintenant. Et on va les voir du coup évoluer, et c'est très 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 touchant. Les 2 points de vue sont très touchants, et c'est mon livre préféré de l'autrice. Elle a pas pu faire plus juste pour moi, j'ai trouvé que elle allait vraiment au bout des choses, les émotions sont très très fortes. J'ai vraiment été prise dedans, et je vous dis j'ai versé ma larme à la fin du roman. Voilà, totalement, j'étais dans mon lit là, il était 23h, j'ai comme ça. Enfin, franchement il était super. C'était un livre incroyable et je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, foncez, parce que c'est une très belle histoire avec des très beaux personnages et beaucoup de beaux messages dedans. Très dur par aspect,
beaucoup d'aspects très durs quand même, mais un très beau livre. Par contre c'est pas du tout un truc feel good, hein, c'est assez dur, mais un livre magnifique. J'ai retrouvé quand même beaucoup l'autrice parce qu'elle avait écrit, vous savez, Nos plus belles années, où la thématique était vraiment l'agression sexuelle, et là elle traite plusieurs autres sujets tout aussi durs, et en fait elle a un vrai don pour ça, je trouve. Elle sait raconter des histoires et elle sait mettre en avant des messages très forts et des personnages aussi très forts, je trouve. Voilà, on a terminé pour cette update lecture de La Muerte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai présentés. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!